seated. Ruler Jonga. Comme il est de coutume, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier de me donner l'occasion d'intervenir sur le Appropriation Bill 2022-2023 qui a été présenté à la Chambre le mardi 7 juin par mon collègue, le ministre des Finances, l'honorable Renganaden Padayache. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de le féliciter pour les mesures annoncées et saluer son humanisme dans un contexte économique extrêmement contraignant et incertain. C'est un budget, Monsieur le Président, d'exception dans un contexte malheureusement exceptionnel sur le plan international. Pourquoi? Le monde, Monsieur le Président, se relevait à peine de la crise du Covid et la guerre en Ukraine est venue compromettre la reprise mondiale. Pire, elle a provoqué une résurgence de l'inflation avec le choc pétrolier et la crise dans l'alimentation. Aujourd'hui, on parle de risque de stagflation mondiale. Les effets combinés des séquelles de la pandémie et de la guerre risquent fort de plonger l'économie mondiale dans une spirale de prix élevés, un scénario qui nous fait rappeler les années 70. Et c'est dans ce contexte, Monsieur le Président, que nous débattons le budget de cette année-ci. Et au fur et à mesure, Monsieur le Président, que nous avançons dans ces débats, nous prenons connaissance des arguments des membres du gouvernement, mais aussi des membres de l'opposition. Nous avons eu jusqu'à maintenant l'occasion d'écouter ce matin le leader de l'opposition, par la suite l'honorable Outim, et juste avant moi, l'honorable Shakil Mohamed. Des arguments que moi je qualifierais de légers et, Monsieur le Président, dans ce présent budget, je pense que le ministre des Finances a eu le courage, Monsieur le Président, de venir de l'avant avec des mesures sans précédent pour la population. Et nous savons, Monsieur le Président, que out there, comme certains dans l'opposition aiment dire, la population est consciente des efforts que nous faisons afin de soulager cette situation qui est d'une grande difficulté et apprécie, Monsieur le Président. Retournons sur le plan mondial, parce que nous avons une situation morose. Mais n'empêche que le ministre des Finances a présenté un budget d'espoir à la population, un budget de solidarité. Et depuis 3 ans, il doit gérer les finances de l'État qui sont sous une pression, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, à cause d'une pandémie suivie de la guerre en Ukraine. Ce qu'il faut noter, Monsieur le Président, c'est que, si on remonte dans le temps, en 2020, l'économie était à l'arrêt.
sans revenus dans le secteur touristique, et le pays était au bord d'une crise sociale. Le gouvernement, à cette époque-là, était appelé à venir en aide à des centaines de milliers de familles affectées par cette situation. Et ce qui a été fait, Monsieur le Président, à travers le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme, avec des dépenses de l'ordre de 27,3 milliards de roupies afin de préserver les emplois dans le pays et éviter un crash du secteur hôtelier. Cette année, Monsieur le Président, le ministre des Finances doit répondre aux conséquences de l'invasion de la Russie en Ukraine, notamment la perte du pouvoir d'achat avec les risques de pénurie des denrées alimentaires et une augmentation constante des prix des matières premières. Monsieur le Président, la déclaration de notre Premier ministre quant aux difficultés à préparer ce budget résume le contexte auquel nous faisons face. Et ce budget, comme les précédents budgets, sous le Prime Ministership de l'honorable Pravin Jagnnath, est un exemple des valeurs socialistes qu'il défend. Et l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire ne peut contester le fait que le Premier ministre actuel a toujours été aux côtés de ce peuple, surtout les plus vulnérables de notre société. Et je le dis haut et fort, et ce n'est pas pour encenser le Premier ministre que je dis ça. Il est le seul politicien capable de diriger notre pays en ces temps de crise. Aucun Premier ministre n'a dû affronter autant de défis. Et il n'y a aucun membre de l'autre côté de la Chambre ou en dehors de ce Parlement qui aurait pu répondre aux difficultés du Covid-19 et aux conséquences de la guerre comme l'a fait et continue de le faire l'actuel Premier ministre. Et là, je me permets, Monsieur le Président, de faire quelques commentaires sur ce qu'avait dit l'honorable Shakil Mohamed dans son intervention, l'encensement du Premier ministre. Mais c'est un tandem, Monsieur le Président, un tandem, le Premier ministre et le ministre des Finances travaillent en équipe. Et ça va de soi pour ce gouvernement-là. Ce n'est pas comme à l'époque du Parti travailliste, ou, non, pire que ça. Quand il y a des mesures populaires, c'est le Premier ministre. Quand il y a des mesures impopulaires, c'est le ministre qui apporte ces mesures-là qui est impopulaire. Et là, je prends comme référence l'ancien ministre des Finances du Parti travailliste, Ramasitanen. Jusqu'à maintenant, il porte ces fardeaux. Quels sont ces fardeaux-là, Monsieur le Président? L'honorable Shakil Mohamed se permet de critiquer ce budget en ce qui concerne les mesures sociales, mais à l'époque, et lui-même il a situé le contexte. Ce contexte est un contexte sans précédent, Monsieur le Président. Lui-même, il définit le contexte et il fait référence aux défis. Mais, Monsieur le Président, dans un passé pas trop lointain, allons remonter dans le temps, il y a eu d'autres budgets, il y a eu d'autres mesures énoncées par le Parti travailliste. Permettez-moi de citer un budget que toute cette population-là a toujours en mémoire. Budget où on avait aboli des subsides sur le riz et la farine. On avait aboli les subventions sur les frais d'examen du SI et de la HSI. On avait éliminé le School Feeding Programme. Et moi aussi, je peux me référer à une phrase
populaire à l'époque, rase du pain dans la bouche des enfants. L'abolition des traditionnels tripartites annuels pour la compensation. L'âge de retraite poussé à 65 ans. Et qui avait voté les lois du travail en faveur du patronat, où on avait donné cette possibilité aux patrons de hire and fire dans le pays. Ce n'est pas l'orateur qui a pris la parole avant moi, Monsieur le Président. Et il ose se présenter en tant que défenseur des travailleurs de ce pays. Non, Monsieur le Président, jamais. Les travailleurs de ce pays ne vont jamais accepter ça. En plus, Monsieur le Président, il y a eu la taxation des intérêts sur l'épargne et les dépôts, taxation des lump sums. Et aujourd'hui, quand je les entends faire référence à l'abolition de la taxe municipale, ils ont la mémoire courte, Monsieur le Président. Qui oublierait le National Residential Property Tax, plus connu sous le Navin Ramgoolam Property Tax à l'époque. Et, il faut le dire, Monsieur le Président, sous pression de la force de ce peuple, ils ont dû faire marche arrière sur pas mal de ces mesures. Alors, ne venez pas nous donner des leçons, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est un budget à visage humain dans une conjoncture économique mondiale compliquée. Je l'ai dit, l'invasion de l'Ukraine affecte quotidiennement des millions de familles de par le monde. Premièrement, les difficultés pour l'approvisionnement en denrées alimentaires affectent les marchés mondiaux et ce qui est plus important, c'est que les risques de famine sont réels dans certains pays, particulièrement sur le continent africain. L'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président, a tiré la sonnette d'alarme, non seulement sur la hausse des prix, mais surtout sur l'accès aux denrées alimentaires. Permettez-moi de citer le directeur exécutif du programme alimentaire mondial. Et je cite, « Le prix des aliments est notre problème numéro 1 en ce moment, mais d'ici 2023, ce pourrait très bien être un problème de disponibilité alimentaire. Lorsqu'un pays comme l'Ukraine, qui produit suffisamment de nourriture pour 400 millions de personnes, est hors du marché, cela crée une volatilité du marché, ce que nous voyons maintenant. Lorsqu'une nation, qui est le grenier à blé du monde, devient une nation avec les plus longues files d'attente pour acheter du pain, nous savons que nous avons un réel problème. Fin de citation, Monsieur le Président. L'accès à l'alimentation doit être la priorité, non seulement en termes de prix, que nous corrigeons actuellement, mais aussi en termes d'approvisionnement. Monsieur le Président, je pense que le budget répond, ce présent budget répond à ces deux priorités. Malgré les incertitudes sur le plan international, notre approvisionnement en denrées alimentaires n'a connu aucune rupture ou perturbation du marché. Alors que dans d'autres pays, et je cite l'exemple, les États-Unis, ils ont dû avoir recours à l'importation de lait infantile. En France, certains rayons des supermarchés, Monsieur le Président, se vident graduellement à cause des difficultés d'approvisionnement des produits venant de la Russie et de l'Ukraine. Je peux mentionner plusieurs exemples où les populations souffrent de cette guerre en Ukraine. L'Afrique risque de connaître la famine si les engrais et le blé venant de l'Ukraine ne sont plus disponibles. Et dans une telle conjoncture de crise
alimentaire, on doit reconnaître que nous avons un système performant au sein de la STC, surtout quant à l'approvisionnement en gaz ménager, carburant, riz et farine, surtout à un prix qui reste accessible à la population. Et ce, malgré, Monsieur le Président, la flambée des prix sur le marché mondial. La bonbonne de gaz de 12 kg est maintenue à 240 roupies alors que le prix sans la subvention est de 680 roupies. La STC a bénéficié d'une subvention de 500 millions de roupies du gouvernement pour fournir des produits essentiels tels que l'huile comestible à des prix abordables. Notre politique de subvention, Monsieur le Président, il faut le reconnaître, est salutaire pour le peuple. Le gouvernement, à travers le budget de cette année-ci, fait un effort de solidarité sans précédent avec les différentes mesures énoncées dans ce budget. Aujourd'hui, 15 milliards de roupies sont injectés dans les budgets des familles vulnérables et à revenus moyens, afin qu'elles puissent faire face à la hausse du coût de la vie. Des aides financières directes, des hausses de pensions et autres prestations sociales, des subsides, des réductions fiscales. Avec ce budget, le ministre des Finances propose un vaste projet de soutien aux personnes en situation de précarité et celles de des classes moyennes. Et j'énumère, Monsieur le Président, sur une série de mesures. 300 000 pensionnés vont bénéficier d'une hausse de 1 000 roupies dans leur pension. De plus, celles âgées de 65 ans vont percevoir 1 000 roupies supplémentaires sous le CSG Retirement Benefit, ce qui fait qu'elles vont percevoir une pension de 11 000 roupies par mois. Les pensionnés qui ont à leur charge des enfants à l'université toucheront une allocation sociale de 1 700 roupies. Le Basic Invalid Pension et la Basic Widow's Pension passent à 10 000 roupies. La pension pour les veuves sera étendue aux veuves de foi musulmane qui n'étaient pas éligibles jusqu'ici en raison de l'enregistrement tardif du mariage religieux auprès du Muslim Family Council. L'honorable Shakil Mohamed a fait un exposé sur cette mesure et je pense que mes collègues ministres responsables viendront de l'avant afin d'expliquer cette mesure. Un Direct Income Support de 1 000 roupies par mois, y compris un 13e mois, sera versé à 350 000 salariés et travailleurs indépendants qui perçoivent un salaire brut allant jusqu'à 50 000 roupies. Et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, 110 000 familles vivant dans les villes vont bénéficier de l'abolition de la taxe municipale. Presque 300 millions de roupies supplémentaires retourneront dans leur budget. Monsieur le Président, cette mesure a été très bien accueillie par les gens, les habitants des villes. Et c'était quelque chose qu'on aurait dû faire depuis longtemps, Monsieur le Président. Malheureusement, ceux qui étaient dans cette Chambre savent exactement quelle était la situation il y a quelques années de cela et quels étaient les arguments mis de l'avant à l'époque. Aujourd'hui, ce gouvernement a eu le courage d'abolir cette taxe municipale. Monsieur le Président, ce budget fait aussi un effort considérable en faveur de la classe moyenne. Et je prends quelques exemples. Ceux qui touchent entre 25 000
à 53 846 roupies paieront l'income tax à un taux de 10% au lieu de 15%. Et ceux qui touchent entre 53 846 roupies et 75 000 roupies, une taxe de 12,5 sera imposée au lieu de 15%. C'est-à-dire, un total de 100 000 personnes auront plus d'argent à leur disposition après le paiement de l'impôt. Monsieur le Président, j'ai évoqué toutes ces mesures qui ont été énoncées dans le budget afin de faire comprendre à la Chambre, parce que ça a été dit il y a quelque temps de cela, que nous sommes et nous restons un gouvernement à l'écoute de sa population. Nous comprenons les difficultés que cette population a à faire face en ce moment-ci et nous sommes venus de l'avant avec les mesures qu'il fallait. C'est pourquoi, un peu plus tôt, j'avais mis de l'avant l'humanisme de mon collègue, le ministre des Finances. Permettez-moi maintenant, Monsieur le Président, de commenter les mesures budgétaires concernant mon ministère, surtout dans le domaine de l'énergie et celui de la fourniture de l'eau. Monsieur le Président, le budget 2021-2022 avait annoncé la création d'une Green Energy Industry. Et ce budget 2022-2023 est dans la continuité des objectifs fixés l'année dernière et, je cite, notamment 60% de production d'énergie renouvelable d'ici 2030 dans notre bouquet énergétique et parallèlement le phasing out de l'utilisation du charbon comme matière première pour produire l'électricité. Je voudrais à ce stade, Monsieur le Président, de mon intervention, souligner 3 éléments importants dans cette politique énergétique. En premier, le Covid, la guerre et l'instabilité des prix des matières premières qui sont fatales pour les petites économies comme la nôtre. Le coût de l'énergie, comme souligné par les organisations internationales, pèse lourd pour l'économie et pour les citoyens, que ce soit en termes de carburant ou du prix de l'électricité. Les institutions telles que le CEB doivent également accuser le coût. La hausse constante des matières premières, l'huile lourde, le pétrole, le charbon, affectent grandement notre coût de production. Et l'avenir est rempli d'incertitudes. Cela doit nous interpeller dans nos prises de décision. Nous devons produire plus avec les moyens que nous avons à Maurice, à savoir le soleil, le vent et l'eau. Deuxième élément important que je retiens, Monsieur le Président, pour le secteur énergétique, c'est une meilleure accessibilité aux citoyens et à nos industries pour produire et utiliser l'énergie verte. Accessibilité en termes financiers et de permis d'installation accordés par le CEB. Le troisième élément qui, selon moi, aujourd'hui, prend toute son importance dans le secteur énergétique, c'est que l'État doit tirer des leçons du cas de Terra-Gen. En termes de contrats liant le CEB aux IPPs, l'État doit avoir un meilleur contrôle dans la production de l'électricité. Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire le point brièvement sur les avancées des projets annoncés dans le budget 2021-2022 et ensuite de commenter les mesures du présent budget parce que les deux sont liés. Monsieur le Président, pour atteindre les 60% d'énergie renouvelable en 2030,
on doit accélérer le pas pour l'entrée en opération de la production des énergies renouvelables. Et le CEB a déjà pris les dispositions nécessaires au niveau des appels d'offres. Le CEB Renewable Energy Greenfield Scheme. Ce scheme a été lancé en octobre 2021 pour permettre aux organisations parapubliques d'investir dans la production d'énergie renouvelable. À ce jour, 13 entités ont déjà signé une letter of intent pour un total de 90 MW d'énergie renouvelable. Il est prévu que ces projets aboutissent vers la fin de 2023 et permettra de remplacer 135 GWh de production d'électricité à travers les énergies fossiles annuellement. Un appel d'offres a été lancé en mars 2022 pour inviter les soumissionnaires à mettre en place des installations hybrides d'énergie renouvelable, comprenant des systèmes de stockage de batteries pour un total de 100 MW. Les projets devraient être mis en service en 2024 et compenseront quelques 300 GWh d'électricité produite à partir d'énergie combustible fossile chaque année. Et un request for proposal pour la production d'énergie renouvelable hybride de petites unités cette fois-ci, pour un total de 40 MW, a été lancé en mars dernier. Ce projet comprend aussi l'installation de systèmes de stockage d'énergie et devrait être mis en service en 2024. Et pour ce request for proposal et ces projets, ils compenseront quelques 140 gigawatts d'électricité produite à partir de combustibles fossiles chaque année. Il faut aussi savoir, Monsieur le Président, que 2 accords ont été signés avec des promoteurs privés de l'électricité pour le développement de 2 projets solaires photovoltaïques de 10 MW chacun. La rentrée en opération de ces 2 projets est prévue en décembre de cette année-ci et compenseront quelques 35 GWh d'électricité produite à partir de combustibles fossiles chaque année. Tous ces projets énoncés apporteront un investissement de 27 milliards de roupies des promoteurs privés et aussi des corps para-étatiques. À la fin de l'implémentation de tous ces projets, nous atteindrons 600 MW d'énergie renouvelable sur le réseau du CEB, un taux de production qui comprend aussi la production hydro, la production d'énergie à travers la bagasse et le landfill gas. Je dois préciser à la Chambre, Monsieur le Président, que ce volume de 600 MW ne prend pas en considération les éventuels projets des industriels. Monsieur le Président, les smart cities, eux, ils sont appelés à être autosuffisants en termes d'énergie. 9 accords ont déjà été signés pour un total de 12,8 MW. Et le CEB compte aussi augmenter sa production d'énergie à travers la Green Transformation Package annoncé dans le budget. Les travaux pour l'extension de la ferme solaire de Henrietta sont en cours et ajouteront 8 MW à l'unité existante, qui est de 2 MW, pour faire un total de 10 MW. Les travaux pour ce projet devront être complétés en février 2023 et cette ferme compensera quelques 15 gigawattheures d'énergie produite à travers les sources fossiles annuellement. Monsieur le Président, permettez-moi de dire maintenant quelques mots sur les small scale et les medium scale distributed generation schemes. Ces schemes, Monsieur le Président, permettent
d'apporter une plus grande compétition dans le secteur énergétique et permettre, ce qui est important, l'émergence d'encore plus de small and medium-sized IPPs. Pour permettre une plus grande participation, le CEB a investi environ 490 millions de roupies pour l'acquisition et l'installation gratuite de quelques 5000 panneaux solaires d'une capacité totale de 9 MW. Ceux-ci sont destinés aux familles vulnérables pour les aider à réduire leurs factures d'électricité, aux petits commerçants et autres organisations à vocation sociale et religieuse. Je dois dire, Monsieur le Président, que nous avons déjà reçu bon nombre d'applications pour les 2 prochaines années. À travers le Small Scale et le Medium Scale Distribution Generation Scheme, le CEB s'est fixé comme objectif d'atteindre une capacité de production d'énergie renouvelable de 43 MW et 53 MW respectivement. Je l'ai déjà dit, ceux qui sont concernés sont les ménages, les familles à faible revenu, les petites et moyennes entreprises, les ONG, autres organisations religieuses et charitables, les smart cities, les organismes parapublics, par exemple comme la DBM, et nous avons accéléré la mise en chantier de ces projets. Il faut souligner, Monsieur le Président, que la mesure budgétaire 190B, qui fait provision d'un prêt d'un montant maximum de 250 000 roupies à un taux préférentiel de 2% par an pour financer l'acquisition des panneaux des systèmes photovoltaïques, doit être saluée. Mr. Speaker, sir, let me refer to some remarks that was made by Honorable Utim with regard to renewable energy. He made reference to the energy and water statistics for 2021 released by Statistics Mauritius, where he stated that the share of RE has reduced from 23.9% in 2020 to 21.5% in 2021. Mr. Speaker, so this is not an indication that there has been a decline in RE production between these 2 years. The share of RE is calculated, Mr. Speaker, sir, as a ratio between the total RE generated and the total energy produced. Now, we are all aware that in 2020, due to the lockdown and closure of borders, there was a reduction in the commercial and industrial activities, especially in the tourism and the manufacturing sector, which had led to a decrease in the demand for electricity. The total energy generated in 2020 was 2,612 gigawatt hour, while this figure has picked up in 2021 due to gradual economic recovery to reach 2,722 gigawatt hour, excluding, I should point out that, Mr. Speaker, sir, excluding the capacity which is used by the IPPs to run their own installations. Now, as the denominator in the calculation of the percentage, Mr. Speaker, sir, let me explain, as the denominator, that is the total energy generated, has increased, and there has not been a more than proportional increase in the numerator, that is RE produced, hence the ratio has decreased. This is the simple explanation, Mr. Speaker, sir. Now, the CEB, Mr. Speaker, sir, has furthermore streamlined the procedures. Under the above schemes,
in order to expedite the application and the connection processes. And for a more resilient RE sector, Mr. Speaker, sir, there is a need to have a diversity of players, first of all, and a mix of technologies. CEB and Marina have been working together to encourage and promote the introduction, testing, and development of new, innovative, and emerging RE technologies on the island. Now, following a call for proposals by Marina under its national scheme for emerging and innovative RE technologies, 4 projects have been retained. The first one, and this will be for the first time in Mauritius, the production of baseload renewable wind energy using a flying kite. Second, the production of renewable energy through hydropower plants, but using low-level lying water courses. Third, the production of energy using innovative wind technology. And fourth, agrivoltaic technology, which combines energy and food nexus. As announced in the last year's budget, Marina has launched an expression of interest for consultancy services for a feasibility study of ocean RE technologies. 4 bids have been received and requests for proposals will be launched shortly. What Marina is doing in the meantime, Mr. Speaker, sir, they have brought amendment to relevant legislation, regulations to broaden the scope of economic activities to be conducted in our maritime zone and cater for the implementation of marine renewable energy. Moreover, Mr. Speaker, sir, at the level of my ministry, we will conduct a study to explore the potential of green hydrogen in the production of energy. In the same breath, in order to optimize on the use of our water bodies and at the same time reduce evaporation, CEB is setting up a 2-megawatt floating solar PV at Tamarind Falls Reservoir. The potential of generating renewable energy from such technology is immense. However, the requirements have to be suited to our local context, taking into consideration the cyclonic conditions. Mr. Speaker, sir, government has approved the Renewable Energy Roadmap Review for the electricity sector 2030, and same was launched last month. Implementation of the projects under the roadmap would entail some 59 billion rupees as investment, which would create some 7,000 new jobs. In the same vein, the avoided carbon emissions are expected to increase from 19 kiloton carbon dioxide equivalent to 462 kiloton carbon dioxide equivalent in 2030 annually, with the phasing out of coal by 2030, an additional estimated of 1,400 kiloton of carbon dioxide equivalent will be avoided, Mr. Speaker, sir. At the level of the government, although it is a formidable challenge, we remain positive that we would be able to achieve the set targets. And here, I welcome the announcement in the budget for the Prime Minister to chair a high-level committee on renewable energy projects.
This budget, Mr. Speaker, sir, has laid much emphasis on the greening of the industrial sector, and rightly so. According to MEGSA, and I quote, "Sustainability is no longer an option, but a requirement for the export-oriented and local industrial sector," end of quote. The time is opportune as both economic and environmental consideration are aligned for the industrial sector to transition to carbon neutrality. While the target set by the government is again considered very ambitious, we will work with the industrial sector for the attainment of same. The CEB will continue to support the industrial sector through the implementation of dedicated RE scheme. To give a special impetus to the implementation of the Renewable Energy Transition Framework and thereby supporting the development of the carbon neutral industrial sector, CEB will offer an electricity purchase tariff of ₹4.20 under a special solar RE scheme for the industries. This tariff will enable the industries to recover their investment in solar PV facilities within a period of around 7 years. After the 7 years payback period, this energy purchase tariff will be regressed to ₹3.48. And the CEB proposes to launch this scheme and receive applications during this financial year. The special incentive tariff based on the gross metering scheme will be applicable to industrial customers' solar PV projects. And these projects will have to be initiated before the end of this year. Moreover, industries will have to carry out an energy efficiency audit and implement the recommendations. I also, Mr. Speaker, sir, welcome the introduction of a loan scheme at concessional rate to support the investment requirements under this RE transition framework. Permettez-moi, Monsieur le Président, maintenant de commenter une autre mesure exceptionnelle dans le budget de cette année-ci, celle qui concerne les véhicules électriques. L'année dernière, une feuille de route de 10 ans pour l'utilisation des véhicules électriques avait été approuvée par le gouvernement et mon ministère avait piloté la mise en chantier de cette feuille de route. Afin de promouvoir l'utilisation des véhicules électriques, le CEB a lancé 2 systèmes de recharge des véhicules électriques pour les utilisateurs domestiques et professionnels. Il est important aussi de souligner, Monsieur le Président, que le système de recharge électrique doit être fait à travers l'énergie renouvelable. Un tarif spécial a été introduit pour les clients domestiques et les prosumers pour la recharge des véhicules électriques afin d'encourager la recharge pendant les heures creuses, c'est-à-dire entre 21 h et 4 h du matin à un taux plus préférentiel de 4 roupies le kilowattheure. Pour les entreprises, le CEB a lancé le CEB Scheme for Corporate Entities Electric Vehicles Charging. Et toujours concernant les véhicules électriques, le CEB a également lancé un appel à intérêt dans le cadre du CEB Scheme for Service Providers. Et ça concerne tous ceux qui veulent offrir un service de recharge de véhicules électriques. Des bornes de recharge publiques permettront aux utilisateurs de véhicules électriques de recharger leurs véhicules à des endroits à travers l'île. Avec cette panoplie de mesures annoncées pour stimuler le secteur des véhicules électriques, Monsieur le Président, je suis sûr que ce programme va susciter un plus grand intérêt. La mesure budgétaire visant à supprimer les droits de douane sur les voitures électriques
et hybride à partir du 1er juillet donnera certainement un nouvel élan à ce secteur. Monsieur le Président, cela a été évoqué, je pense, par le leader de l'opposition ce matin et aussi par l'honorable Reza Outim. Au niveau du ministère, Monsieur le Président, nous travaillons à la mise sur pied d'un plan national pour le recyclage des panneaux solaires et les batteries des véhicules électriques. Une étude de faisabilité est en cours pour le développement d'une industrie du recyclage des panneaux solaires et batteries à Maurice. Avant de conclure sur le domaine de l'énergie et d'aborder le secteur eau, je voudrais faire quelques commentaires qui concernent toute la population. En premier, ça a été évoqué, la biomasse. Le National Biomass Framework est actuellement en préparation. Nous sommes tous conscients que le volume de bagasse utilisé dans la production de l'énergie est en baisse depuis plusieurs années. Je vais donner les chiffres. En 2020, la production d'énergie à travers la bagasse représentait 17,6%. En 2021, ce taux de production a été évalué à presque la moitié, soit 9,2%. L'apport de la bagasse dans la production d'énergie a constamment baissé annuellement, ce qui a eu comme conséquence une augmentation de l'utilisation du charbon dans la production de l'électricité. Le charbon, comme annoncé, ne sera plus utilisé à Maurice d'ici 2030. Parallèlement, comme je l'ai mentionné plus tôt dans mon intervention, nous misons sur les énergies renouvelables. Les décisions prises quant à l'utilisation de la biomasse seront prises en préservant les intérêts des planteurs et du pays. Autre sujet que je voudrais aborder, c'est le cas de Terra-Gen qui nous a interpellés tout récemment. La suspension des opérations le 29 avril dernier de Terra-Gen Limited, un independent power producer, est un cas sans précédent et qui aurait pu avoir des conséquences très graves pour le pays. Cette centrale bagasse charbon a arrêté ses opérations en brandissant un cas de force majeure à cause de la guerre en Ukraine et à cause de la hausse du prix du charbon. Terra-Gen réclamait que le CEB fasse les frais de l'augmentation du prix du charbon, et ce qui est inacceptable du fait que le contrat, et ça c'est important, liant le CEB et Terra-Gen ne peut être changé en cours de route. Pour pallier à cette situation sans précédent causée par Terra-Gen, le CEB a augmenté sa capacité de production. À ce jour, Monsieur le Président, je dois souligner qu'il n'y a eu aucune rupture dans la fourniture liée à la suspension des opérations de Terra-Gen. Terra-Gen a demandé au CEB de pouvoir produire de l'électricité pendant la coupe et une médiation comme prévu dans le contrat pourrait débuter dans les jours à venir. Toutefois, nous devons tirer les leçons de ce cas. L'État ne peut continuer à être dépendant des independent power producers et aussi à la hausse du coût du charbon. La transition énergétique vers l'énergie renouvelable est essentielle pour notre économie et aussi pour éviter des cas comme celui de Terra-Gen. Monsieur le Président, vendredi dernier, le Conseil des ministres a approuvé l'entrée en vigueur du CEB Act 17 ans après son adoption. La Chambre se souviendra que des amendements ont été apportés à l'Electricity Act et au CEB Act en décembre 2020 afin que Utility Regulatory Authority puisse opérer avec les pleins pouvoirs.
Depuis le 10 juin, la URA est pleinement opérationnelle en tant qu'organisme de réglementation et d'octroi de licences. L'article 45 du CEB Act prévoit une période transitoire de 3 ans pour que le CEB se conforme aux paramètres légaux et les règlements appropriés ont été élaborés pour cette période de transition. Monsieur le Président, je tiens à souligner que maintenant que la URA est pleinement fonctionnelle, c'est à la URA d'examiner toute proposition de la CEB visant à une révision des tarifs de l'électricité et elle prendra une décision au moment approprié. Mr. Speaker, je vais maintenant aborder le secteur de l'eau. Mauritius is very vulnerable to the impacts of climate change. These can already be witnessed through the changing weather and rainfall patterns. Allow me, Mr. Speaker, to go over the main actions taken in the water sector over the past years. Et là, je prends en premier la construction de Rivière des Anguilles Dam. Monsieur le Président, the construction of the Rivière des Anguilles Dam was announced in last year's budget speech as a long outstanding project to cater for future water demand in the region of the South. The tender was also launched last year. However, implementation of this project, which involves a substantial capital investment, had to be deferred in view of more urgent priorities related to our fight against the COVID-19 pandemic and the impact of the Ukrainian war on our economy. And the government has approached friendly countries for assistance towards the execution of this project. Mr. Speaker, CWA has been pursuing its pipe replacement programs across the island during the past year. But I have to outline, however, that the implementation of capital projects have been impeded this year for several reasons. And let me mention those reasons, Mr. Speaker. There have been delays in shipment due to disruptions in international supply chain systems. Tenders had to be cancelled owing to variations in bid prices in excess of cost estimates caused by substantial increases in material costs, freight costs, and foreign exchange. Mr. Speaker, we are still pursuing to address the water situation in black spots. The reasons why these areas suffer from disruption in water supply are manifold. Detailed in situ investigation is being carried out and remedial action taken. We had proposed the utilization of inflatable reservoir in the dry season, but we had to replace those inflatable reservoirs by water tanks of 30 meter cube, given the technical challenges of storing treated water in those inflatable reservoirs. The use of containerized pressure filtration plants to optimize on-surface runoffs in rivers is being rolled on to more regions. To this date, we have already commissioned 47 such containerized pressure filtration plants across the island, and an additional of 9 such pressure filter plants is in the process of being procured. Mr. Speaker, government provide a grant of 8,000 rupees for household having an income of less than 50,000 rupees monthly to enable them to purchase a water tank and a water pump. This scheme is being currently managed by the DBM. And since February of this year, we have embarked on an outreach campaign in water-stressed regions to sensitize inhabitants on the scheme and to take the applications on the spot. I have to say to the House, Mr. Speaker, that this outreach campaign so far carried out in
41 villages of the country has been very successful. And this year, we are expecting to disburse some 110 million rupees to beneficiaries by the end of June this year. That is more than 10% of the allocated budget. At the level of the CWA, Mr. Speaker, sir, we have also brought reforms over the year. A customer experience service center has been set up at the CWA to handle customer complaints more effectively and provide an enhanced customer experience. Both the CWA and my ministry are working on the automation and digitalization of the water operations through a PPP project. L'Agence française de développement has financed a consultancy service for the implementation of a telemetry system at the CWA, and the recommendations would be put in place. We are also working on measures to improve governance at the CWA, and it is still reckoned that there is need for an in-depth reform of the institution. The assistance of India has been sought to strengthen project management and contract supervision, and the British High Commission has also provided complementary support for improvement of the operational aspects of the sector. Before I conclude, Mr. Speaker, sir, allow me to make some comments on the sewerage projects. We recognize the need to continue providing better sanitation to the population and protecting the environment. In this budget, we have allocated some 1.28 billion rupees for wastewater projects. And since 2014, some 93,611 households have been connected to the public sewer network. In the past year, the WMA has invested some 525 million rupees on wastewater projects in the following regions: Abed-Lacaille, Canrouillard, Dubreuil, Aucoulé, Flat-Guillard at Pointe-Sable, Grand-Bay, Morcellement-Goulamali, Inter-Rouge, Paille, Résidence Adeline Cupip, Route Bassin at Quatre-Bornes, and Wotton. And upon the completion of these projects, some 8,500 households would be connected to the public sewer system and will benefit from proper sanitation facilities. Moreover, Mr. Speaker, sir, procurement exercises are ongoing for sewerage projects at Résidence Vallée des Prêtres, Carolalo, Bernardin Saint-Pierre, Bambou near La Ferme Réservoir, and Bain des Dames at Cassis. The sewerage project at La Source Quatre-Bornes et les environs is expected to start shortly. There is also, Mr. Speaker, sir, the need to upgrade wastewater treatment plants around certain regions of the island, for example, Béju-Tombeau, Saint-Martin, and Montagne-Jacot, and the Wastewater Management Authority has already initiated actions in that direction. Moreover, Mr. Speaker, sir, the rehabilitation of the new Rochebois wastewater pumping station and Béju-Tombeau water treatment plant is being implemented under a build, operate, and transfer basis with the assistance of the Development Bank of South Africa. Je vais conclure, Monsieur le Président. Ce gouvernement a été à l'écoute des organisations religieuses et socio-culturelles quant à leurs soucis financiers pour la facture des eaux usées. Ce budget a annoncé que ces institutions, ces organisations religieuses et socio-culturelles n'auront désormais pas à payer des wastewater charges. Monsieur le Président, le monde connaît une période de grandes difficultés. Une pandémie couplée d'une guerre, et personne ne peut prédire ce que demain nous réserve. Les prévisions actuelles dans le monde sur le coût des matières premières, les possibilités de risque de famine doivent nous interpeller, surtout sur notre manière de vivre au quotidien. Monsieur le Président,
ce budget présenté par mon collègue, l'honorable Padayati, est marqué par ce besoin profond de solidarité. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que cette solidarité sera nationale. Au moment des élections, qui ne certes pas pour demain, ce peuple décidera du sort de ce gouvernement. Mais pas seulement de ce gouvernement, mais aussi de cette opposition. Mais ce que la population retiendra, Monsieur le Président, que dans ces moments de grande difficulté, ce gouvernement a été à l'écoute. Elle retiendra aussi, Monsieur le Président, que l'actuel Premier ministre, l'honorable Pravin Jagnnath, et son gouvernement ont été à leur côté pendant les moments les plus difficiles, Monsieur le Président. Comme l'a si bien dit mon collègue, le ministre des Finances, avec le peuple et pour le peuple. Merci, Monsieur le Président.